Mercredi 8 mai, bienvenue à tous. Merci de nous faire confiance pour l'information sur RTI 1. Les titres. Conseil des ministres ce matin au palais présidentiel d'Abidjan. 22 aspects touchant à la vie économique et sociale du pays ont été examinés. Le Conseil s'est félicité de la note obtenue par la Côte d'Ivoire, classée dans le top 10 des économies africaines. Le Conseil a aussi planché sur un projet pour améliorer les capacités des douanes ivoiriennes. Lutte contre la pollution, le Premier ministre Robert Begré-Mombé a effectué cet après-midi une visite du plan d'eau lagunaire d'Abidjan. Il a été voir de plus près les sources de mauvaises odeurs autour de la lagune ébriée et le bassin central d'Abidjan. Dans la région du Cavali, la mise en place d'un fonds d'appui aux femmes est l'un des axes qui sous-tend la politique d'autonomisation et de promotion de la gente féminine mise en place par la présidente du conseil régional, Anne-Désirée Oloto. Et puis au Kenya, les inondations continuent de faire des dégâts. L'inquiétude grandit avec le risque de prolifération de maladies transmises par les eaux. Une épidémie de choléra se déclare. Déjà 44 cas signalés. Bonsoir à tous. Conseil des ministres ce matin au palais présidentiel d'Abidjan. Au nombre des décisions du Conseil, un projet de loi relatif à l'exercice de la pharmacie et à l'Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire. Un autre projet, cette fois dans le domaine de la douane, un système intelligent qui va améliorer les capacités de contrôle des douanes ivoiriennes. Vijanaïma. Le Conseil des ministres réuni ce mercredi 8 mai sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, vient de ratifier un accord de prêt pour le financement d'un projet de pointe qui va permettre d'améliorer substantiellement les capacités de contrôle des douanes ivoiriennes. La ratification de l'accord de prêt d'un montant de 649 881 757 yuan renminbi, soit environ 55 milliards donc, de francs CFA, conclu le 10 avril 2024 entre la Banque Export-Import de Chine, Exim Bank of China, et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement du projet de douane intelligente en Côte d'Ivoire. Ce projet a pour objectif de moderniser davantage les services des douanes avec l'acquisition et l'utilisation de technologies avancées en vue de renforcer la sécurité des transits et d'assurer la fiabilité des opérations commerciales. Ces solutions numériques qui intègrent la connaissance automatique des documents et la traçabilité des marchandises devraient permettre d'améliorer les capacités de contrôle, de simplifier les échanges commerciaux et de fluidifier le transit. Le projet couvre 15 villes, à savoir Abidjan, San Pedro, Aboasso, Abengourou, Yamoussoukro, Daloa, Bouaké, Korogo, Ferkessé-Dougou, Ouangolo-Dougou, Noé, Niablé, Takikro, Laléraba et Pogo. Transport routier, 2 postes de péage vont entrer en exploitation ce vendredi 10 mai. Les travaux de réhabilitation de l'axe routier reliant Yamoussoukro, Boiflé et Daloa ont débuté en 2017 et la route a été achevée et livrée à la circulation en 2023. Afin de préserver cet important patrimoine routier, supportant une grande partie des échanges routiers intérieurs, son entretien régulier et son maintien en bon état de carrossage ont été concédés au Fonds d'entretien routier Le Fer. À cet effet, 2 postes de péage ont été construits, dont un à Bozi, sur la section Yamoussoukro-Boiflé, et l'autre à Gonaté, sur la section Boiflé-Daloa. Ces 2 postes à péage entrent en exploitation ce vendredi 10 mai 2024, suivant la grille tarifaire ci-après, appliquée par classe de véhicule et par passage à chaque poste de péage. Classe 1, les véhicules légers, 500 francs par poste de péage. Classe 2, les véhicules intermédiaires, 1 500 francs par poste de péage.
Classe 3, les poids lourds, autocars et autres véhicules à 2 essieux, 2 500 francs par poste de péage. Classe 4, les poids lourds, autocars et autres véhicules à 3 essieux et plus, 3 500 francs. Depuis janvier 2022, le gouvernement s'emploie à mettre en œuvre son deuxième programme social, le PS-Gouv 2. Le Conseil des ministres a dressé le bilan à fin décembre 2023 des actions réalisées par le gouvernement en faveur de l'amélioration des conditions de vie des populations. Le PS-Gouv 2 a permis la construction de 305 salles de classe, l'électrification de 625 localités, portant ainsi le taux d'électrification à 86,2%. Il convient de rappeler qu'en 2011, nous avions un taux d'électrification de 33,1%. Aujourd'hui, nous en sommes à 86,2%, ce qui nous montre que la promesse du chef de l'État d'atteindre les 100% de taux d'électrification en 2025 reste à notre portée quand on regarde donc l'évolution de ce taux d'électrification. À cela, il faut ajouter l'accès à des services de santé de qualité avec des établissements sanitaires nouvellement construits et équipés pour répondre aux besoins de nos communautés. En outre, environ 200 000 jeunes ont bénéficié de l'insertion professionnelle, leur offrant ainsi la possibilité de contribuer pleinement au développement du pays. Une note des plus élogieuses, la Côte d'Ivoire fait désormais partie des 10 premières économies en Afrique. Le Conseil a entendu une communication du ministre des Finances et du Budget relative à la performance de l'économie de notre pays. Il ressort de cette communication que la Côte d'Ivoire fait désormais partie des 10 premières économies africaines en se classant à la 9e place devant la Tanzanie. La Côte d'Ivoire est ainsi le 3e pays d'Afrique francophone, derrière l'Algérie et le Maroc, et le 2e pays d'Afrique de l'Ouest, derrière le Nigeria. Le prochain Conseil des ministres se tiendra le 22 mai prochain. Un autre programme en bonne place dans la politique du gouvernement ivoirien, la lutte contre la pollution de l'environnement. Le Premier ministre Robert Begré-Mombé a visité en début d'après-midi le plan d'eau lagunaire d'Abidjan. À la tête d'une délégation d'experts, il est allé constater les sources d'émanation des mauvaises odeurs autour de la lagune ébriée et sur le bassin central d'Abidjan. Et au terme de cette visite, il s'est exprimé au micro de Herman Guivet. Après notre constat, nous voyons que la lagune est agressée par plusieurs types d'ennemis. Des ennemis naturels et des ennemis issus de l'activité de l'homme. Quand la lagune reçoit des eaux usées qui ne sont pas traitées, ça absorbe l'oxygène contenu dans l'eau. Et ça nous donne les résultats que nous avons constatés il y a quelque temps où les poissons sont morts en grand nombre parce que là, comme le ministre de l'Environnement et celui de l'assainissement vous l'ont dit, c'est dû à la combinaison de plusieurs facteurs. L'agression liée à notre indiscipline, malheureusement, qui conduit la lagune à être un dépotoir pour tous les déchets plastiques. Vous en avez vu plein sur la lagune. Quand on a regardé tout cela, à chaque agression, nous avons à trouver une réponse. Et c'est ce que nous allons faire avec les ministres. Après avoir rendu compte au président de la République, nous allons trouver des solutions une par une et en toute sérénité pour offrir aux Ivoiriens un tableau extraordinaire de cette lagune. Cette lagune est une grande richesse. Nous devons la protéger. C'est l'objet de la visite. Et nous allons faire des études pour pouvoir trouver les solutions les plus adaptées. Et la lagune sera autre chose, je peux vous garantir cela. Dans la même ligne droite, l'Office national de l'assainissement et du drainage ONAD fait valider sa stratégie de communication pour la promotion des différents services d'assainissement en milieu urbain. Une rencontre qui regroupe les acteurs et les experts du domaine. Grace Kando nous en fait le compte-rendu. 90% de la population ivoirienne n'a pas accès au réseau d'assainissement collectif.
Une donne que veut changer l'Office national de l'assainissement et du drainage en mettant en place une stratégie de communication pour sensibiliser les populations à réaliser des fosses septiques aux normes. Ceci en vue d'éviter les rejets de déchets dans la nature, d'où cette rencontre avec les acteurs du secteur. Cet atelier nous offre l'opportunité de collaborer, de changer des idées, de co-créer une stratégie de communication efficace et adaptée à nos réalités locales pour sensibiliser, mobiliser les populations et tous les acteurs impliqués dans l'amélioration des services d'assainissement non collectif. Je traduis ma gratitude envers la Facilité africaine de l'eau, grâce à qui cela a été rendu possible à travers le don octroyé à l'État de Côte d'Ivoire pour la mise en œuvre du projet promotion de l'assainissement au service d'assainissement autonome. Cet atelier, quand même, en tout cas, c'est bienvenu. Les projets, c'est bon. S'ils ont respecté les conditions qu'ils ont données, en tout cas, c'est bon. Ça va nous permettre de travailler, ça va nous permettre de faire beaucoup de choses, parce que ça va faire ville propre aussi. La promotion des services d'assainissement autonome dans tous les plans de développement doit s'inscrire en priorité. Toutes ces actions, aussi bien d'amélioration de l'accès à l'assainissement et de réduction des nuisances environnementales, contribuent à n'en point douter à l'atteinte des ODD 6 et 15 et assurer cette conception intégrée de la santé où on dira qu'il n'y a qu'une seule santé. C'est une approche qui vise à mettre en lumière les relations entre la santé humaine, la santé animale et les écosystèmes. Au thème de la rencontre, les différents acteurs disposeront d'une stratégie nationale qui permettra aux populations d'avoir de bonnes pratiques en matière d'assainissement. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel de Côte d'Ivoire et son homologue de Monaco initient une coopération directe. Les deux institutions vont désormais travailler côte à côte. Amadou Ouattara. Le CESE de Monaco et le CESEC de Côte d'Ivoire envisagent une collaboration. À cette rencontre, tenue au siège du Conseil économique, social et environnemental CESE de Monaco, la présidente de l'institution, Caroline Roguignon-Vernet, explique à son homologue ivoirien le fonctionnement de la structure qu'elle dirige depuis novembre 2018. Le CESE de Monaco compte 36 membres pour une population estimée à 40 000 résidents. Ils tiennent 2 séances plénières par an avec 3 collèges qui représentent le patronat, les salariés et le collège gouvernemental. Donc ces collèges travaillent sur tous les projets de loi où il y a une répercussion sociale, économique ou environnementale et sont susceptibles également de réfléchir et de proposer des avis qui leur sont personnels pour faire évoluer notre société dans un sens évidemment favorable. Voilà, nous avons également un Conseil économique, social et environnemental des jeunes de la Principauté, des lycées de la Principauté, qui émettent des idées toujours originales. On devrait trouver des façons d'évoluer ensemble, effectivement. Le docteur Eugène Akaouele, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel CESEC, affiche sa volonté de s'inspirer du modèle du CESE de Monaco. Ce que nous faisons, c'est redynamiser plutôt la coopération internationale. Il faut toujours aller vers celui qui semble différent de vous, pour qui vous apporte cette différence et vous permet de vous enrichir plus. Je crois que c'est ce que nous venons de faire ici à Monaco. Nous qui attachons beaucoup d'importance à la bonne gouvernance, avoir du bon capital humain, avoir de l'expertise, avoir des hommes de qualité. Je crois qu'ici, il y a matière à développer cela. Monaco peut servir donc de référence. Le CESE Monaco, qui bénéficie d'une grande expérience, va fêter bientôt les 80 ans, est tout à fait indiqué. À l'agenda de la délégation ivoirienne, composée également de la vice-présidente du CESEC, Virginie Ayatouré, des échanges avec la ministre des Relations extérieures de Monaco et le club des entrepreneurs monégasques en Afrique, SEMA. Nous quittons Monaco pour Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a présenté devant le Sénat un projet de loi sur le code de l'urbanisme et le domaine foncier urbain. La vision étant de simplifier le processus de délivrance de l'arrêté de concession définitive ACD et aussi sécuriser davantage ce document. Kader Sogodogo.
Construire une maison débute par l'acquisition d'un terrain. Le seul document qui le certifie est l'arrêté de concession définitive ACD ou titre de propriété définitif. Le gouvernement poursuit ses efforts pour rendre ce document authentique et fiable. Le projet de loi soumis à cet effet par le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, veut sécuriser l'ACD, simplifier sa procédure de délivrance. Il s'agit en réalité de faire en sorte que l'ACD soit un titre totalement définitif, qui ne soit plus contestable, sauf s'il a été établi sur la base de documents révélés plus tard faux. Donc ça permet aujourd'hui de sécuriser ce document qui est essentiel pour nos populations, parce que c'est un document de propriété, mais qui est essentiel également pour notre économie, parce que c'est un document qui peut donner la possibilité à son détenteur de recourir au crédit hypothécaire. Des délais courts sont à noter. Le temps de contestation a été réduit pour permettre que tous ceux qui ont à redire par rapport à la délivrance éventuelle d'un titre puissent le faire avant même sa délivrance ou puissent le faire dans le délai qui est donné d'environ 4 mois. Ça veut dire qu'au-delà de 4 mois, un ACD ne sera plus contestable, ce qui pour nous est une avancée extrêmement importante par rapport à la destination que nous donnons à ce document de propriété. La commission de la recherche, de la science, de la technologie et de l'environnement présidée par la sénatrice Ambla Marie-Elisabeth Viviane Zounon-Kipré a dit oui à l'unanimité au projet de loi modifiant le code de l'urbanisme et du domaine foncier urbain. Place à présent à son application. Le Conseil constitutionnel renforce les capacités de ses membres. Un atelier technique permet de mettre en lumière leurs principales tâches et missions. Le fonctionnement administratif de l'institution a aussi été passé en revue lors de cette rencontre technique qui s'est tenue pendant 2 jours au siège de l'institution. Voyons cela avec Alexis Odrago. L'atelier technique portant sur l'organisation et les attributions du Conseil constitutionnel a livré ce mercredi au siège de l'institution ses recommandations. La nécessité d'approfondir la réflexion sur la fonction de régulation du fonctionnement des pouvoirs publics reconnue au Conseil constitutionnel. La lettre de saisine du Conseil constitutionnel par les hautes autorités compétentes vaut requête. 2 jours durant, les participants ont passé en revue le Conseil constitutionnel sous toutes ses facettes, à la lumière de 2 sous-thèmes mettant en synergie la juridiction constitutionnelle et ses services administratifs. La présidente de l'institution se félicite de la qualité des travaux. Grâce à votre détermination, pendant 2 jours, nous avons travaillé ensemble pour passer au peigne fin les textes relatifs au fonctionnement, aux attributions du Conseil constitutionnel et ceux relatifs au statut des membres de l'institution, les échanges de haut niveau et la participation active de l'ensemble des séminaristes ont meublé ces assises qui ont permis de revisiter les divers ouvrages. Il ne fait aucun doute que ce partage d'expérience sera un atout indéniable pour la réussite de notre importante mission. Le Conseil constitutionnel est la juridiction chargée de la régulation du fonctionnement des pouvoirs publics. Il est juge de la conformité de la loi au bloc de la constitutionnalité, du contrôle de l'élection présidentielle et celle parlementaire. Je vous donne maintenant lecture d'un communiqué. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le jeudi 9 mai 2024, jour de l'Ascension, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Direction le Cavali, elle est à la tête du conseil régional depuis 2018. Anne-Désirée Ouloto a choisi de faire de l'autonomisation et de la promotion de la gente féminine un axe majeur de son plan de développement. Nous avons notamment la mise en place d'un fonds d'appui aux femmes de la région et aussi la construction de plusieurs infrastructures de base. Jean-Marc Djadji et Khalil Diomandé. Étendue
Sur une superficie de 11 280 km², la région du Cavally, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, portait il y a quelques années les séquelles de la crise post-électorale de 2011. Cette région de plus de 700 000 âmes aura attendu jusqu'en 2018 pour amorcer une nouvelle page de son histoire. Ce, à la venue de la première femme présidente du conseil régional, Anne-Désirée Ouloto. Aussitôt installée, la fille de tout le Pleu inscrit la jeune féminine au cœur de son plan quinquennal de développement. Rendre les femmes autonomes afin qu'elles contribuent à l'édification de la région du Cavally, Anne-Désirée Ouloto en fait son cheval de bataille. Son équipe et elle s'attaquent d'abord aux difficultés sociales de base, notamment l'accès à l'eau potable et à l'électricité. En 2018, le conseil régional entame la construction de plusieurs châteaux d'eau dans les différents départements du Cavally. Des châteaux d'eau qui viennent mettre un terme au calvaire de ces nombreuses femmes, contraintes jusque-là de se contenter des ressources du fleuve Cavally pour les besoins de leur ménage. C'est ici qu'on puisait l'eau avant. Quand on puisait cette eau avant, on avait beaucoup de difficultés. Les problèmes de santé, les diarrhées, les dysenteries, des maux de tête aussi. De l'eau pour les populations, de l'électricité aussi. Grâce à l'érection du poste électrique de Zagné qui alimente tout le Cavally, le taux d'électrification de la région a atteint 86% en 2020. C'est désormais en toute quiétude que les femmes mènent leur activité de vente de jus et d'eau fraîche pour répondre à leurs besoins et à ceux de leurs enfants. Dans la même dynamique, le conseil régional offre un marché moderne aux commerçantes. S'inspirant du modèle FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire de la première dame Dominique Ouattara, Anne-Désirée Ouloto met sur place en 2019 le PAFAS. Le projet des femmes actives et solidaires du Cavally se veut être une initiative d'assistance aux femmes en les accompagnant à travers des formations en leadership et des financements d'activités génératrices de revenus. Grâce au PAFAS, des centaines de femmes et de coopératives ont bénéficié d'un appui afin de booster leurs activités. Les productrices de manioc de Mona et les rizicultrices de Nikla font partie des nombreux bénéficiaires. On a été vraiment financés. Madame Lamini nous a aidés pour que nous puissions aider nos maris à s'occuper de nos enfants, à scolariser nos enfants. Séduit par les actions de la présidente du conseil régional, l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, décide de s'engager à ses côtés. Cet engagement a vu naître des plateformes baptisées « Espaces Amis des femmes ». Ces espaces servent au renforcement des capacités des femmes sur les thématiques de cohésion sociale et d'autonomisation. Dans sa quête permanente d'autonomisation des femmes du Cavally, le conseil régional fait également de la santé du couple mère-enfant une priorité. Avec l'aide du gouvernement, plusieurs centres de santé voient le jour avec en prime la rénovation du centre hospitalier de Guiglo, un CHR au standard international avec la quasi-totalité des services, entre autres la maternité, le bloc gynéco-obstétrique et l'imagerie médicale. Au vu de toutes ces actions, les populations réitèrent leur confiance à Anne-Désirée Ouloto lors des élections régionales de septembre 2023. Elle est ainsi réélue avec près de 60% des suffrages exprimés. Dans la foulée, elle reçoit le prix d'excellence 2023 du meilleur élu local. Et pour cette année 2024, Anne-Désirée Ouloto veut passer à la vitesse supérieure dans sa politique d'autonomisation et de promotion de la jeune féminine. D'où l'initiation du premier forum régional sur l'autonomisation des femmes et des filles du Cavally. Les 9, 10 et 11 mai 2024, la région sera la capitale ivoirienne pour l'autonomisation des femmes. Pendant ces 3 jours, nous voulons donner l'opportunité à nos sœurs, avec naturellement le conseil régional et l'UNFPA, qui est un partenaire technique et financier qui nous accompagne et qui nous permettra donc de faire un point d'ensemble dans tous les secteurs d'activité et de voir comment, à partir des politiques publiques nationales, nous pouvons impacter positivement la vie de ces femmes du milieu rural. Dans un environnement où le gouvernement travaille chaque jour à l'amélioration des conditions de vie de la femme, dans un environnement où Madame la Première Dame a créé un fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, le Conseil régional a décidé de prendre ses responsabilités pour accélérer le processus d'autonomisation, non seulement de la femme, mais de la jeune fille.
Nous avons mobilisé tous ceux et toutes celles qui sont susceptibles de nous aider à faire bouger les lignes, et comme je l'ai dit, tout cela parce que la femme du Cavali est à l'honneur. Ce forum est le tout premier du genre organisé dans une région ivoirienne. Plus de 10 000 femmes des 4 départements du Cavali et des organisations engagées pour l'autonomisation de la jeune féminine y sont attendues. Et voilà, les lignes bougent dans la région du Cavali, zone ouest de la Côte d'Ivoire. Nous prenons maintenant la direction de Toumaudi, dans le centre. Le RHDP est très actif sur le terrain. Les échéances électorales à venir se préparent, notamment avec la jeunesse de la région. Kader Sogodogo nous propose le point de la rencontre des chefs de file du parti avec 150 jeunes responsables politiques, tous issus du Bélier. Jeunesse du RHDP engagée et responsable. C'est le thème du séminaire de formation organisé par l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly sous l'égide de Raymond Goudou Kofi, ministre-gouverneur du district autonome des Lacs. L'activité regroupe 150 jeunes responsables politiques du RHDP de la région du Bélier qui mesurent pleinement les enjeux. Cette formation, je dirais, c'est de s'armer pour aller sur le terrain et nous sommes très fiers, nous sommes très contents pour cette initiative. Nous avons bénéficié de nouvelles connaissances pour impacter notre localité, surtout le Grand Bélier. Le ministre Mamadou Touré au cœur du séminaire. Son engagement, sa loyauté et sa fidélité, un parcours édifiant. C'est d'abord être engagé pour une cause, être engagé pour un idéal. Et c'est ce qui fonde, nous tous, notre engagement autour du président Ouattara. Idéal donc de plus de justice, de plus d'équité, de plus de transparence, de plus de développement. Mais l'engagement rime aussi avec la responsabilité. Je me réjouis d'avoir trouvé ici dans le Bélier une jeunesse dynamique et engagée. Et je les ai écoutés. Le cap est fixé sur 2025. Nous voulons gagner les élections 2025. Raymond Goudou Kofi invite tous ces jeunes à marcher dans les pas des modèles. L'avenir appartient donc à notre jeunesse du RHDP. Et je suis certaine qu'ils partiront tous ce soir édifiés de ce qu'ils ont eu comme substance, n'est-ce pas, à pouvoir exploiter pour leur propre avenir politique. La Côte d'Ivoire en a besoin. Ce séminaire sera étendu à d'autres localités. Il a bénéficié du partenariat de la Fondation Frédéric Neumann. La région des Grands Ponts prépare une cérémonie d'hommage au président de la République. Les filles, fils et cadres de la région se donnent rendez-vous le 11 mai prochain à la place Henri Konan Bédié de Dabou. Il s'agit pour eux de célébrer le développement. Souleymane Donisangou. Les mains à l'ouvrage. La région des Grands Ponts s'apprête à tenir une cérémonie d'hommage au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Saluant les actions de développement réalisées en faveur des populations, les cadres s'activent à la réussite de l'événement. Aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire et tout le monde entier, c'est le travail de titan que M. le Président de la République a fait pour la Côte d'Ivoire. L'embellie de la Côte d'Ivoire sous la bonne gouvernance de M. le Président de la République fait que nous, population des Grands Ponts, nous avons décidé de lui rendre hommage. Nous lui rendons hommage parce qu'il est allé au-delà de ce qu'il a prévu dans son programme de gouvernement. De sorte qu'il est devenu une légende du développement. Il faut que nous aussi, nous emboîtons le pas aux autres régions qui ont magnifié le président de la République. La région de Grands Ponts ne peut pas être en reste du mouvement général. En réunion préparatoire avec les ressortissants de la CEDEAO, le premier adjoint au maire de Dabou souligne l'importance de l'événement. Ça fait maintenant plus de 5 ans que nous avons voulu célébrer effectivement le président de la République. Tous les non-ivoiriens de la communauté CEDEAO sont prêts à faire de cette cérémonie leur cérémonie. Et nous sommes prêts à relever tous les défis. À l'initiative des cadres, les filles et fils de la région des Grands Ponts sont exhortés à une mobilisation exceptionnelle. Donc nous avons décidé de nous mobiliser comme un seul homme. Les départements de Dabou, de Grand Laou et de Jacquesville pour l'honorer. Il y a quelques années, pour accéder à Jacquesville ou bien repartir de Jacquesville vers Abidjan, c'était la croix et la bannière. Ce sera l'occasion pour nous d'exprimer les besoins vitaux département par département. Et le Premier ministre Robert Begré-Mambé sera porteur de beaucoup de bonnes nouvelles. Nous avons mobilisé les cadres, nous leur avons lancé un appel pour qu'ils répondent présents
à cette grande célébration d'un des leurs. C'est vrai, c'est le chef de l'État, mais c'est le nôtre. Donc les cadres sont mobilisés. Alors je suis sûr que le 11 mai prochain, les populations de Grand Pont vont se montrer dignes de leur fils, Alassane Ouattara. Prévu le 11 mai prochain, à la place Henri Konan Bédié de Dabou, la région des Grands Ponts veut, à travers cette cérémonie d'hommage et de reconnaissance au chef de l'État, renouveler sa confiance au président Alassane Ouattara. Et on parle de coopération internationale. Le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Agriculture d'Arabie Saoudite est en visite de travail en Côte d'Ivoire. Abdulrahman bin Abdul Mohsen a une séance de travail ce mercredi avec le ministre des Affaires étrangères ivoirien, Léon Kakou Adom. Les nouveaux axes de coopération qui pourraient booster les échanges économiques entre les deux pays ont été explorés. Les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire ainsi que l'environnement des affaires ont été présentées à la délégation saoudienne. Le ministre saoudien s'est prononcé au micro de Michel Digré. Les opportunités sont énormes ici en Côte d'Ivoire dans le domaine économique, notamment dans le domaine de l'agriculture et de l'alimentation. Nous pensons que le marché ivoirien est très prometteur et les opportunités d'investissement sont énormes. Et nous pensons qu'on n'aura pas seulement, n'est-ce pas, une présence d'entreprises saoudiennes en Côte d'Ivoire, mais à travers, n'est-ce pas, notre action, nous pensons pouvoir attirer d'autres entreprises d'autres pays. En Grand Bassam, où les acteurs de la chaîne évéicole de Côte d'Ivoire se sont réunis, producteurs, acheteurs et usiniers ont échangé sur la question de la compétitivité et l'avenir de leur filière. L'objectif du Conseil EVA Palmier à huile étant d'obtenir le consensus des acteurs, notamment sur les modalités pratiques de mise en œuvre du zoning dans la filière EVA. Lancine Bakayoko. En réunissant tous les acteurs à Grand Bassam, l'ambition du Conseil EVA Palmier à huile est d'obtenir le consensus sur les modalités pratiques de mise en œuvre du zonage dans la filière EVA. Il s'agit aujourd'hui avec les acteurs de la filière de convenir de comment concrètement nous allons gérer l'ensemble de ces flux, du planteur à l'acheteur et à l'usinier, ou du planteur directement à l'usinier, justement pour adresser les questions de traçabilité. Vous avez des zones aujourd'hui où il y a plus d'usines que de caoutchouc, donc plus d'usines que de fonds de tasse. Mais justement, ces zones vont être approvisionnées par les autres zones où il y a plus de fonds de tasse que d'usines. Le zonage vise également à mettre en place des bases solides pour une filière durable et rentable dans les bassins de production. Les enjeux sont très importants parce qu'il y a l'équilibre entre la production nationale et les capacités d'usinage installées qu'il faut surveiller comme du lait sur le feu. Et avec le zonage, nous allons sécuriser les approvisionnements en matières premières des usines, mais aussi on va sécuriser l'écoulement, la vente du caoutchouc naturel des producteurs. Dans le principe, le zonage consiste en l'attribution des zones exclusives d'intervention à chacune des sociétés de transformation sur la base d'une convention de concession et d'un cahier de charges. Objectif du zonage, améliorer la performance et la compétitivité de la filière. La filière EVA, c'est 500 milliards de chiffre d'affaires et 330 000 emplois directs. Et de l'agriculture, nous nous intéressons maintenant aux richesses aquatiques. Elles apparaissent comme une solution pour combattre la faim et la malnutrition en Afrique. À Rabat, la 33e session de la conférence régionale de la FAO s'est penchée sur le sujet et la Côte d'Ivoire a pris part aux échanges. Jean-Jacques Ouaméala. Selon l'Organisation mondiale des Nations unies pour l'alimentation et la culture, FAO, plus de 38 millions de personnes défavorisées sont exposées à la faim du fait de la Covid-19 et la guerre entre les deux principaux producteurs agricoles, la Russie et l'Ukraine. Voilà qui invite la sécurité alimentaire au centre de la 33e session de la conférence régionale de la FAO pour l'Afrique à Rabat, au Maroc. Nous espérons que cette 33e conférence va être un succès, puisque l'Afrique est à la recherche de solutions par rapport à sa sécurité alimentaire, par rapport à son développement agricole. Et nous espérons que durant ces 2 ou 3 jours que nous allons passer ensemble, toutes les délégations africaines, nous allons avoir des débats fructueux qui permettront d'ouvrir des pistes, qui permettront aussi à la FAO d'avoir une idée par rapport à notre sécurité alimentaire. Pour les représentants de la Côte d'Ivoire,
Le ministre des Ressources animales et halieutiques, l'une des solutions pour résoudre le problème de la malnutrition en Afrique, l'économie bleue. C'est-à-dire comment mettre en valeur les productions halieutiques le mieux possible à la disposition des consommateurs. Au cœur de la 33e session de la conférence régionale de la FAO pour l'Afrique, le cadre stratégique pour la période 2022-2031, une feuille de route visant à mettre fin à la pauvreté. Au Kenya, les inondations continuent de faire des dégâts et l'inquiétude grandit avec le risque de prolifération de plusieurs maladies transmises par les eaux. Une épidémie de choléra se signale déjà avec 44 cas. L'Organisation mondiale de la santé a souligné les efforts de collaboration avec les autorités kenyanes afin de répondre à ces problèmes. Et puis en sport, pour terminer, les Jeux olympiques de Paris approchent à grands pas. Le parcours du relais de la flamme olympique sera officiellement lancé à Marseille demain. Des sportifs de renom sont annoncés pour porter à tour de rôle cette flamme. L'ancien international ivoirien Didier Drogba sera de la partie et la flamme va donc faire le tour de la ville de Marseille demain jeudi. Et voilà, merci de nous avoir suivis. Retrouvez à 23h Afisiata Dosso Karamoko pour un nouveau journal sur RTI 1. Bonsoir.